Salut les mecs. Alors aujourd'hui on va faire une petite tier list bien objective des familles sur les différents rivaux dans les animés. Alors quand on pense au concept de rivalité dans les mangas, le premier exemple qui nous vient à l'esprit bien souvent c'est celui de Sangoku et Vegeta, qui sont à n'en pas douter la paire de rivaux la plus célèbre, tout shonen confondu, et leur relation semble avoir inspiré de nombreux mangaka, ce qui n'est pas étonnant en fait. Parce que les shonen, vous savez ces mangas ayant pour cible les jeunes garçons, sont célèbres pour le recours systématique à des tropes, des intrigues et à des archétypes de personnages qui ont fait leurs preuves. Cela s'explique en partie par l'influence du magazine Shonen Jump et de sa riche liste de titres à succès, de titres de manga évidemment à succès, en particulier ceux de l'époque de l'âge d'or entre guillemets du magazine. Et justement, l'un des tropes qui a fait son chemin dans l'ADN même du shonen à travers le Shonen Jump, en tant que genre, eh bien c'est celui du rival du protagoniste, un personnage qui bien souvent est l'exact opposé du personnage principal qui habituellement est bon enfant. Ce type de personnage, souvent plus sombre que le héros, le pousse à se dépasser par l'esprit de compétition qui règne entre eux, et donc ce personnage fait bien souvent partie intégrante du développement de tout shonen qui se respecte, en particulier ceux qui sont axés sur le combat, donc shonen neketsu, voilà. Mais maintenant, la question qui va nous intéresser au cours de cette vidéo, c'est qui sont les rivaux les plus intéressants, tout manga confondu, ainsi que fatalement lesquels sont les plus éclatés au sol, voilà, c'est un peu triste, quand même. Bon, je vais donc m'évertuer au cours de cette vidéo à classer tous les rivaux les plus connus de l'univers shonen, dans une petite tier list évidemment. On va essayer de voir ensemble les éléments qui vont faire qu'un rival va être efficace, et les raisons qui vont faire, en revanche, qu'un rival va être explosé sur le bitume. Alors, sans plus attendre, c'est parti pour cette petite tier list des rivaux dans les animés. Alors on va commencer notre tier list avec deux personnages qui sont, je trouve, assez similaires, parce que ils illustrent très bien la qualité de personnage support, entre guillemets, un rôle que ce genre de personnage endosse souvent. Alors, évidemment, c'est le cas de Vegeta. Le mec évolue de méchant prince des Saiyans sans scrupules, ultra orgueilleux à protecteur de la Terre, mari et père aimant. En plus de nous prendre l'un des meilleurs speeches de l'histoire à la fin de l'arc Majin Buu, que tout le monde connaît évidemment. Mais je le placerai quand même seulement en B-tier, pour la simple et bonne raison que Vegeta c'est quand même le punching ball de tout le monde. Le mec se fait constamment éclater par tous les méchants du manga, et ne sert qu'à se faire hagard par le grand méchant de l'arc pour montrer à quel point il est fort, et pour faire en sorte que Son Goku ait l'air plus cool en le battant, ce même méchant. Donc voilà, comme on l'a dit, un rôle de support quoi. Vegeta c'est juste l'un des personnages les moins respectés ever. Toriyama s'essuie constamment les pieds avec, et bon, en tant que fan de Vegeta que nous sommes tous, effectivement, ça nous a brisé le cœur. Tout personnage mythique que Vegeta est, il faut le dire, il se fait tellement bolos que il n'est que bêtière. Contrairement à... Et là par contre, attention, on passe directement au S-tier, Yae de Yu Yu Hakusho, qui est donc l'un des GOAT, ça c'est certain, des rivaux dans les animés, dans les mangas. Parce que, contrairement à Vegeta, Yae ne se fait jamais humilier. Du début à la fin, il est montré comme étant l'égal du protagoniste Yusuke. C'est un personnage qui se respecte, on le voit jamais chialer comme un vieux rat juste après avoir annoncé qu'il était le prince d'une planète qui n'existait plus. Enfin bon, voilà, évidemment, suivez mon regard. Il a les épaules solides et il n'a pas le temps de jouer les victimes. En plus, c'est quand même, il faut le dire, juste le frère ultime. Il a mérité sa tasse du meilleur frère de l'année, parce qu'il ira jusqu'à tout sacrifier pour retrouver sa sœur, Yukina il me semble, et se fera greffer un œil sur le front pour la localiser, ce qui divise sa puissance par 100 facile. Alors voilà, faut vraiment le vouloir. Le pire c'est que c'est tellement le GOAT qu'il refuse qu'elle le reconnaisse. Le mec fait ça sans demander aucune contrepartie, voilà, même pas de reconnaissance. Le seul point négatif que j'aurais à relever avec le personnage de Yae, c'est qu'il n'y a jamais vraiment de combat sérieux entre lui et Yusuke. C'est hypé depuis le début et on attend un peu la confrontation entre les deux rivaux et malheureusement ça n'arrive jamais. Et dans le concours du meilleur frère de l'année, on peut quand même citer Seto Kaiba de l'anime Yu-Gi-Oh! C'est un personnage très similaire au rival de base des shonen, hein. Bon, tout le monde connaît Kaiba, il est arrogant, ambitieux, il fait le mec en permanence, toujours à faire le malin, voilà. Mais ce qui fait que Kaiba est meilleur que la plupart de ses autres corélégionnaires, eh bien c'est quand même son attachement envers son petit frère Mokuba. Et c'était pas gagné, vu comment sa relation avec lui commence dans le manga. Parce que ouais, et là effectivement je ne parlais que d'une scène propre au manga et non pas de l'animé, on voit Kaiba infliger à son petit frère Mokuba l'expérience de la mort, qui est une sorte de torture en réalité virtuelle, parce qu'il estime que son petit frère est trop faible. Donc voilà, le mec insulte son frère de loser, le torture un peu pour l'humilier, mais t'inquiète, il va changer. Donc vraiment, il va vraiment changer du tout au tout après sa défaite contre Yugi. La relation de Kaiba avec son frère fait un 180 complet, et il va enfin rentrer dans le game du meilleur frère de l'année. Rien que dans l'arc de l'île des duellistes avec Pegasus et toute l'équipe, le mec régale.
Effectivement, au début de l'arc, Mokuba se fait enlever par Pegasus et ses sous-fifres, et la première chose que fait Kaiba lorsqu'il sort de son coma, il monte direct dans un hélico en direction de l'île pour aller le récupérer. Sauf que c'est un guet-apens, et il se fait braquer par les hommes de Pegasus. Mais ces mecs ne savent clairement pas à qui ils ont affaire parce qu'il va juste leur exploser la gueule en continu. Et vas-y que je te jette de l'hélicoptère pour donner à manger aux poissons, vas-y que je bloque le chien de ton flingue avec une carte, c'est quand même un truc de ouf. Vas-y que je t'explose la tête à coups de mallette, enfin voilà, le mec est un énorme voyou. Tout ça pour retrouver son frère. Voilà. Sa règle d'or, c'est fais-moi ce que tu veux, mais ne touche pas à mon petit frère. Sous peine évidemment de te faire fracasser les dents à coups de mallette. Mais bon, après cet éloge, je vais quand même peut-être vous étonner en plaçant Kaiba en A tiers et non pas en S tiers, mais c'est justifié selon moi parce que le fait que, comme Vegeta, ce pauvre Kaiba se fait hagard par Yugi, ou Atem si vous voulez, au moins 3000 fois au cours du manga, et encore une fois, là je suis au bas mot. Hein. Et puis le mec se prend un peu trop sérieux alors qu'il fout tout sous pognon dans une entreprise de cartes à jouer pour gamins et en jet privé en forme de dragon blanc aux yeux bleus. Il s'agirait quand même de grandir un jour mon pote, hein, et de te trouver d'autres hobbies. Enfin voilà, je dis ça, je dis rien. Donc allons un peu plonger dans le bas du classement pour une fois, parce que là on est avec les A tiers, les S tiers. On va quand même parler un peu des D tiers. Et donc le premier qui aura sa place dans ce tiers de merde, ce sera quand même Uryu Ishida. Évidemment, rival de Ichigo de Bleach. Donc alors, Bleach, c'est un manga animé qui a clairement ses moments et ses points positifs, bien que c'est vrai que la plupart des gens le critiquent à raison, mais il y a quand même des moments où le développement des personnages est vraiment faible, c'est vrai, et c'est le moins qu'on puisse dire. Un bon exemple pour illustrer cela est la dynamique entre Ichigo et Ishida. La paire est décrite comme étant des rivaux dès le début, mais ça devient très rapidement clair que Ichigo, ce sera celui qui sera sous les feux des projecteurs absolument durant toute la série. Et Ishida, lui par contre, il sera à la ramasse en continu. Parce que s'il y a bien un truc que beaucoup de fans détestent, bien c'est les rivalités à sens unique. Et qui est, personne n'a envie de voir un personnage qui se fait surpasser en permanence par le protagoniste. Ça n'a aucun intérêt en fait, et il n'y a même pas de rivalité là, si c'est un no match. Ishida avait peut-être une puissance à peu près égale à celle de Ichigo au tout début du manga, et bon, j'ai envie de dire, jusqu'à environ la moitié de l'arc dans l'invasion de la Soul Society, mais après ça, il devient complètement relégué au banc de touche. Résultat, la rivalité est éclatée au sol, et nos deux compères deviennent amis, parce que sinon le personnage d'Ishida ne servait absolument à rien. En tout cas, du moins jusqu'au dernier arc, qui, si vous n'étiez pas au courant, a été adapté cette année. Et donc dans cet arc, Ishida redevient enfin un des personnages les plus puissants de Bleach, comme il aurait dû l'être depuis le début en fait. Mais malgré ça, je le laisse quand même en D-tier, parce que bon, c'est sympa que Tite Kubo, donc le mangaka, se soit enfin rendu compte que sa rivalité avec Uryu, que la rivalité d'Ichigo avec Uryu Ishida était éclatée tant que Ishida était éclaté lui-même, donc il lui a donné un petit boost, c'est sympa, mais c'est un peu trop tard, donc voilà, désolé, c'est D-tier. Allez, on avance, il est temps donc de parler de deux personnages de Death Note évidemment, je l'ai nommé L et sa pâle copie de Wish, Nier. Donc commençons d'abord par le meilleur, que je vais seulement placer en A tiers et non pas en S tiers, mais je vous expliquerai ça un peu plus tard. L, évidemment. Bon, d'abord, s'il mérite une place aussi haute dans le tiers, c'est parce que, pour un gentil, ce que est censé être L, il est quand même aussi bâtard moralement que Light. Entre L et Light, c'est surtout une bataille d'ego avant tout, c'est pas vraiment le bien et le mal qui les sépare, et qui nous offre une des plus grandes rivalités de l'histoire des animés / manga. Les deux rivaux se donnent à fond pour essayer de battre l'autre, puisque leur vie est quand même en jeu, et ils ne lésinent pas sur les petits tricks de manipulation, de mind game et de supercherie pour vaincre l'autre. Ils envoient tous les deux sale tour sur sale tour dans la gueule, jusqu'à ce que Light finisse par gagner un peu à l'arraché, et tuer Elle dans l'épisode 25, qui est juste l'un des meilleurs épisodes de l'animé. Mais Elle, et c'est pour ça qu'il est en A tiers et non pas en S tiers, c'est quand même aussi, et il faut le dire et il faut le pleurer, Incohérence Land. Et je vais pas rentrer dans les détails parce que j'ai quand même fait toute une vidéo sur les incohérences de Death Note, donc voilà. Si vous voulez en savoir plus sur les incohérences de Death Note et surtout les incohérences qui tournent autour du personnage de Elle, eh bien bon, tout simplement je vous conseille d'aller la regarder, mais j'ai envie de dire qu'il est possible que vous l'ayez déjà regardé vu que c'est une vidéo qui approche des 100 000 vues. Et donc maintenant on était au A tiers et on va revenir au D tiers, avec évidemment Nier, j'en ai déjà parlé, pour la simple et bonne raison que ce n'est qu'une copie carbone de Elle. Franchement, il mérite largement sa place en D tiers, le mec ne lui sert juste à rien. Elle et Light avaient une dynamique super intéressante, alors que celle entre Light et Nier semble être juste forcée à mort en fait. Il y a zéro alchimie. Nier n'a aucune originalité propre à son personnage. Il ne mérite absolument pas d'être celui qui a vaincu Kira, et le fait qu'il finisse par réussir à jouer Light est complètement décevant, parce que si elle n'a pas réussi, bien c'est pas Nier qui aurait dû y arriver. Surtout parce qu'il est éclataxe. Pas pour rien que les fans considèrent cette seconde partie de Death Note comme étant relativement médiocre par rapport à la première partie. Et puisqu'on parle du Schlag-tiers, restons dans ce D-tiers, dans ce Schlag-tiers, et on va donc pouvoir parler de Uchiwa Sasuke.
Alors, notre ami trop dark a quand même le droit à son détiers, ou devrais-je dire son trop dark tiers. Voilà, parce que l'expression Dark Sasuke ne vient pas, quand même, de nulle part. Bon, il n'est plus à présenter, hein, notre petit Sasuke Moeji, hein, qui, malgré ses airs de génie du mal, ne fait en réalité jamais rien de maléfique. c'est assez marrant, quand même, quand on y réfléchit, parce que le mec tue même des membres de l'Akatsuki, alors qu'on est censé croire que c'est un vilain. Le Sasuke, enfin bref. Et même si on parle strictement de sa rivalité avec Naruto, bah en fait, elle n'a aucune raison d'exister, puisqu'ils n'ont même pas le même but. Voilà. L'un, il veut se venger, et l'autre veut devenir Hokage. Ça n'a aucun... Enfin, je veux dire... c'est comme si tu veux chercher une rivalité entre une canette de Pepsi et un renard. Ça n'a aucun sens. Il faut qu'il y ait un peu d'alchimie, il faut qu'il y ait un peu de similarité, sinon ça ne marche pas. Bref, peu importe. Après, vous me direz qu'ils sont similaires parce que tous les deux ont souffert quand ils étaient jeunes. C'est un peu le starter pack des personnages dans Naruto, hein. Tout le monde a souffert, j'ai envie de dire, bref, peu importe. Enfin bref, le développement du personnage de Sasuke est plat et parfois même beaucoup trop rushé. Genre, une seconde il veut détruire Konoha et la seconde d'après il veut devenir Hokage. Voilà, faut savoir, mon gars, boire ou conduire, faut choisir. Et puis Naruto passe beaucoup trop de temps à obséder sur ce vieux mec, alors qu'au final son rôle de support ne lui apporte pas grand chose dans la dimension purement développement de personnage. D'autant plus que dans le manga, Naruto et Sasuke ne passent pas vraiment beaucoup de temps ensemble. Hein. Ils ne se voient quasiment pas durant l'arc Chunin parce qu'effectivement, Sasuke part en entraînement avec Kakashi. Ensuite, il y a directement l'arc avec Itachi. Et donc, Sasuke tombe dans le coma. Et ensuite, après, dès qu'il sort du coma, voilà, il part rejoindre Orochimaru. Ça n'a aucun sens de A à Z, désolé. Seul élément positif que je pourrais trouver pour Sasuke, c'est qu'il est fort et respecté. Voilà. Contrairement à ce pauvre Vegeta, encore une fois, c'est tout pour Dark Sasuke, je suis désolé. Alors, on va quitter les bas-fonds du tiers pendant un instant pour retourner dans les nuages avec un personnage estière qui n'est nul autre que Sesshomaru d'Inuyasha, donc du manga Inuyasha. C'est aussi un personnage dark comme Sasuke, mais contrairement à ce petit conte Sasuke, Sesshomaru, lui, il fait vraiment des saloperies. En plus, il a une bonne dynamique avec les mecs de son équipe, c'est pas juste un edgelord qui prétend être méchant et différent alors qu'il ne fait rien de bad guy entre guillemets derrière. Sesshomaru, c'est le demi-frère d'Inuyasha, et contrairement à Inuyasha, c'est un démon pur sang super puissant. À la base, il cherche à obtenir le Tessaiga, donc une épée que leur père, donc le père de Sesshomaru et Inuyasha, a forgé avec son propre croc, parce que c'est un démon chien évidemment, bref, pour ceux qui connaissent le manga, et que le père d'Inuyasha a laissé justement au petit Inuyasha en héritage. Sesshomaru, lui, il hérite de Tenseiga, donc une autre épée. Elle est une épée qui soigne, plutôt qu'il ne blesse, donc il ne peut que soigner les gens. Évidemment, Sesshomaru, qui est un gros voyou, n'en veut pas de cette épée de Tarlouse. il veut s'emparer de Tessaiga, une épée qui, en ce qui lui concerne, est beaucoup plus puissante, vu que elle fait du dégât. Et en fait, justement, on apprend un peu plus tard que si son père lui a donné le Tenseiga, donc l'épée curatrice, c'est pas pour rien, voilà. C'est afin de pousser Sesshomaru à sortir du mal absolu pour devenir quelqu'un de bien. Et justement, cette rédemption est vraiment intéressante, parce qu'elle est crédible, elle marche, contrairement à celle de Sasuke, pour la simple et bonne raison, encore une fois, que Sesshomaru part du mal absolu, c'est pas juste un poseur qui finalement ne tue que des méchants, encore une fois. Et même les autres personnages sont surpris de ce changement. Par exemple, quand il sauve la vie de son servant Jaken avec son épée, donc en le ressuscitant, le servant lui-même, quand il ressuscite, il dit oh, « Quoi ?» Il est étonné lui-même qu'un gros bâtard comme Sesshomaru puisse se daigner le sauver. Donc c'est assez intéressant quand même. Et puis le délire avec le Tenseiga est juste super intéressant car Sesshomaru, encore une fois, est le frère d'Inuyasha. Et chacun des frères a hérité d'un sabre différent. Pas de bol que ce soit le gentil héros qui hérite de la lame ultra puissante qui découpe tout, et que le méchant, au contraire, hérite d'un sabre tout mignon qui soigne et ressuscite les gens. Voilà, le mec s'est juste fait karma. Forcément, Sesshomaru a la furieuse impression de s'être fait Rotka niveau héritage, et justement c'est du génie niveau développement de personnage, puisque ça va lui permettre d'apprendre à manier ce sabre, et donc de devenir un mec bien en même temps. Voilà, je veux dire, c'est comme ça qu'on écrit un rival maléfique, les amis, désolé. Malheureusement, on a assez parlé de bons personnages, voilà, on a fini notre petite pause qualité, parce qu'il est temps de retourner dans les abysses, avec un personnage des tiers, j'ai nommé Shinji Matu, donc de Fate, de l'anime Fate. Non seulement c'est vraiment un gros bâtard parce que il abuse de sa sœur quand même, mais en plus, en tant que rival de Shiro et un maître qui concourt dans la 5ème guerre du Saint Graal, il est vraiment éclataxe. Shinji a une opportunité de montrer qu'il en a dans le ventre, il se fait bolosser et se transforme en gros lâche qui ferait n'importe quoi pour pas se faire victimiser davantage. Bref, le mec n'a aucune qualité rédemptrice, c'est juste un méchant pas beau, sauf qu'il est ultra faible. Donc voilà, aucun intérêt le mec, allez, next.
Et on retourne sur le top du top avec un S-tier avec Jin et Mugen de Samurai Champloo. Donc c'est un peu difficile pour moi de savoir si c'est Jin le rival du héros ou si c'est Mugen le rival du héros, parce que les deux sont un peu tous les deux des protagonistes. Donc voilà, qui est le héros? On pourrait effectivement estimer que Mugen est le protagoniste et que Jin est son rival, donc on pourrait aussi dire que Jin est le personnage principal et que Mugen est son rival. C'est un peu complexe. Je vais mettre les deux directement, comme ça au moins il n'y aura pas de il y aura pas de jaloux. Donc Jin et Mugen sont deux samouraïs qui ont chacun un style de combat très différent. Jin est réservé et orthodoxe, et son style est très scolaire, en mode samouraï vraiment classique. Il ne remet jamais en cause ce qu'on lui a enseigné. Et Mugen, par contre, qui est un espèce de pirate des îles Ryukyu, donc il me semble Okinawa, est totalement l'inverse. Il est totalement imprévisible, se bat comme un chien enragé. Il est toujours prêt à se battre et il vit sa meilleure vie. Bref, ils ont une setup parfaite pour être de bons petits rivaux, et ils se promettent même de se bastonner un jour pour prouver lequel de leur style est meilleur. Mais au final, ils vont mettre de côté leurs différences afin de protéger Fu dans son périple pour retrouver son père, bref voilà. Donc là, on retrouve effectivement des rivaux qui n'ont en principe rien en commun, mais qui vont devenir des super bros parce qu'ils veulent protéger la même personne. Donc voilà, c'est assez touchant. De toute façon, voilà, faut dire la vérité, si je devais faire une tier liste des animés en termes général, voilà, Samurai Champloo, c'est SS tier, hein. Sur ça, il n'y a pas de problème, il n'y a pas d'hésitation. Bon, avant de finir cette vidéo, on va redescendre un chouïa au tier A avec Shion Izumi, du manga Gantz. Alors, de prime abord, Izumi semble être un rival Sasukesque, tout à fait standard. Il est grand, beau, ténébreux, toutes les meufs du lycée du cours après, mais le bourg n'a qu'un seul objectif en tête, devenir le plus fort évidemment, et surtout devenir plus fort que le protagoniste, ce cher Kurono, car il est obsédé par le fait de le surpasser. Donc voilà, bon, vous avez déjà entendu ce pitch, hein. Ça c'est une évidence, jusque-là rien de bien original, c'est juste un végéta de base le gars. Bon, eh bien non. Parce que le problème, c'est qu'on est dans Gantz, l'un des mangas les plus starbés de l'histoire, excusez-moi du peu. Alors, ce qu'il faut comprendre avec Izumi, c'est qu'il avait déjà, jadis s'il fut un temps, été un participant du jeu Gantz, et avait fini par accumuler 100 points en tuant des aliens et a choisi de quitter le jeu. Voilà. Sauf qu'Izumi se rend compte un peu tard que la vie civile, bah ça le fait chier. J'ai envie de dire, quel est l'intérêt d'aller à l'école quand on peut exploser des crânes d'aliens à coups de fusil? Et donc, lassé par l'absence de défis et de personnes capables de rivaliser avec lui, Izumi souhaite ainsi revenir au jeu Gantz plus que jamais. Et donc c'est là qu'on arrive à l'un des moments les plus what the fuck de l'histoire de la bande dessinée japonaise. Alors je vais essayer de vous la faire rapidement. Izumi décide donc de se déguiser en homme noir, ok, fait une descente dans le quartier de Shinjuku armé jusqu'aux dents, avec je ne sais combien de Uzi et autres fusils d'assaut, et se lance dans l'un des massacres les plus effroyables de la fiction, assassinant 387 personnes en plein jour, et ce en moins d'une heure bien tassée, afin de faire une espèce d'offrande à Gantz, afin que le jeu donc de tuerie d'aliens l'accepte encore une fois en son sein. Donc voilà, je ne sais pas trop quoi dire pour être tout à fait honnête. Bon, voilà, c'est un des moments les plus WTF de l'histoire, ça je l'ai déjà dit. Voilà, c'est complètement dingue. Et bon, même si on met de côté cette scène complètement lunaire, eh bien, Izumi reste quand même intéressant. Déjà, vous l'aurez compris, et vous l'avez déjà compris, Izumi est un monstre à visage humain, mais ça le rend intriguant. Car à bien des égards, il est encore pire que les aliens que les héros chassent durant tout le manga. Izumi n'est pas seulement cruel, il est aussi manipulateur. Il ne se montre jamais sous son vrai jour à moins d'être dans le jeu Gantz, et lorsqu'il n'est pas en mission, il se présente comme un adolescent normal, mais en réalité, Izumi ne vit que pour Gantz, et ne se soucie de rien d'autre, que ce soit les notes, le sport, ou même d'autres choses du même genre. Et comme le révèle la mission avec les extraterrestres dinosaures, Izumi ne se sent vraiment vivant que lorsqu'il lutte pour sa vie, et même s'il a peur de la mort, il n'apprécie son existence qu'à partir du moment où il se bat pour survivre. Et en cela, on peut dire qu'il est en fait très similaire au protagoniste de Gantz, c'est-à-dire Kurono. Et à côté de ça, je trouve qu'Izumi sort de l'histoire par la grande porte, et de manière somme toute logique. C'est très simple, Izumi finit par se faire prendre en guet-apens par une grosse bande d'aliens bien vénères qui sont venus lui faire la peau. Et bien que tout le monde dans son propre groupe, donc le groupe d'humains d'Izumi, savait pertinemment qu'Izumi était en danger de se prendre un espèce de gangbang d'aliens, eh bien tout le monde, Kurono y compris, décide de ne rien faire et de laisser Izumi à son triste sort et de le laisser se débrouiller seul, avec la centaine d'aliens qui font le pied de grue devant sa porte. Et j'ai envie de dire, ouais,
C'est une fin un peu anticlimactique, un peu comme un cheveu dans la soupe pour un personnage aussi important qu'Izumi. Je veux dire, étant donné qu'il est calibré depuis le début du manga pour être le grand rival de Kurono, on s'attendait à ce que sa fin soit dans un duel épique contre Kurono en fait. Mais pas du tout, il se fait flinguer par des aliens random. Bon, effectivement, il y a l'espèce de mafieux là, vampire, mais voilà, on s'attendait quand même à mieux pour Izumi. Mais j'ai envie de dire, c'est froidement cohérent. Le mec s'est comporté comme un véritable barbare depuis le début du manga, trahissant tout le monde à tir-larigot, donc j'ai envie de dire, c'est normal qu'il se fasse laisser tomber par ses équipiers. Après, Izumi se bat comme un vrai samouraï à 100 contre 1 et faillit bien s'en sortir, hein. Mais il finit quand même par se faire avoir en sauvant sa meuf dans la foulée, montrant qu'il n'est finalement pas totalement dénué d'humanité non plus. Il faut dire aussi que, ça je m'en doutais un peu, parce que le running gag avec Izumi, c'est qu'il y a un panda qui participe à Gantz. Oui, les pandas peuvent participer au jeu Gantz, je vois pas où est le problème. Et donc ce panda, nommé Oi Oi, s'est pris d'affection pour notre ami Izumi et passe le plus clair de son temps à câliner ce gros psychopathe d'Izumi, sans que personne ne comprenne vraiment pourquoi. Et quiconque est aimé par la jante panda a forcément un cœur. Ça c'est moi qui vous le dis. L'œil du panda ne se trompe jamais. Et pour ceux qui se demandent, pourquoi Izumi n'est pas en tier S, en S tier, bah, en fait, c'est tout simplement parce que je trouve qu'il s'en va un peu trop tôt. Izumi se fait dégager, se fait tuer juste avant l'arc catastrophe, ce que je trouve assez dommage, voilà, tout simplement. Voilà pour Izumi, excellent personnage qui vient effectivement d'un excellent manga, j'ai envie de dire, c'est logique. Et donc on va terminer cette tier list un peu en mode shotgun, bon, parce qu'il y a beaucoup de personnages à placer, mais j'ai pas envie que cette vidéo soit trop longue. Donc je vous lâche la liste comme ça sans épiloguer. Alors, on va commencer par Hajime Saito, qui évidemment a le droit à son S-tier et qui a eu droit à sa vidéo que je vous conseille d'aller regarder. Ensuite, Johan Liebert, que je place en A tier, qui a eu aussi eu droit à sa petite vidéo sur la chaîne. Et donc, vous me direz pourquoi A tier au lieu de S tier, parce qu'on voit un peu trop peu, ce qui est dommage, mais voilà. Après, certains me diraient que c'est mieux de pas trop le voir, parce que comme ça, ses apparitions sont vraiment marquantes, mais bon, voilà. Ensuite, Hunter x Hunter, avec Kilu Azoldi, donc attire directement, tout comme Shin de Achille 21 qui est un très bon personnage, qui montre pour une fois un génie travailleur, j'en ai déjà parlé dans ma vidéo sur Yushi Hiruma. Et donc maintenant après on passe à une petite mitraille de S tier avec Omura de Magica Madoka, tout ça, Kaede Rukawa de Slam Dunk qui est en gros un Sasuke s'il avait été marrant, donc voilà, on passe S tier directement, Nagito Komaeda que j'ai quand même envie de placer en S tier, et on finira avec Griffith, qui a droit évidemment à son méga ultra S tier de la mort qui tue. Voilà, bon, c'est normal pour Griffith, il transcende cette liste, hein, comme il transcende la réalité de son manga. Cela dit, je me rends compte que le tier C est complètement vide, donc je vais y placer Bakugo Katsuki, donc de l'anime My Hero Academia, parce que Osef sur 20 de son personnage et de son manga par la même occasion. J'espère que cette vidéo vous a plu, s'il vous a plu, n'hésitez pas à la liker et à vous abonner à cette chaîne. Donnez-moi votre propre tier list des meilleurs rivaux, des rivaux les plus éclatés dans les commentaires, ça m'intéresse. Prenez soin de vous et à la prochaine.